Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie LCT qui m'a envoyé cet exemplaire de l'ASVAL et plus exactement de l'ASVAL MRK. C'est une variante de l'ASVAL traditionnelle qui vient avec un tube de cross type M4 comme vous pouvez le constater. Et donc je remercie LCT, je leur présente mes sincères excuses parce que cette réplique je la possède depuis le mois de mars, quelque chose comme ça, donc je suis vraiment très en retard. Vous l'aurez constaté, hein, il n'y a pas eu d'activité sur ma chaîne YouTube depuis déjà quelques mois. Voilà, qu'on se le dise, ma chaîne YouTube, c'est un loisir. Et je vous en ai déjà parlé, je suis jeune papa, et le temps pour les loisirs en ce moment c'est assez compliqué. Là je fais cette vidéo en début août, je suis littéralement en vacances, c'est un peu pour ça que je peux enfin avoir un peu de temps pour m'occuper de ça. Bref, vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de mon emploi du temps. La réplique, elle m'a été envoyée directement par LCT, donc je ne sais pas exactement à quel tarif ni où vous pouvez vous procurer le même exemplaire s'il vous intéresse, mais pour avoir checké rapidement, il semblerait que vous puissiez l'acheter en Europe aux alentours des 450 €. Voilà, ceci étant dit, on va s'attaquer à l'ouverture de la boîte. Et donc voici la boîte de la réplique, on va tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc ici nous avons un papier en rapport avec le contrôle qualité. On peut voir donc que la réplique a été passée au chronie, elle passe à 0,88 joules à peu près. On peut dater que ça date du 23 mars 2023, donc ça montre bien que ça fait quand même un bon moment que j'ai la réplique. Ensuite nous avons un catalogue LCT. Nous avons la réplique, bien sûr. On peut constater que le levier d'armement est protégé par ce morceau de mousse. Nous avons le chargeur d'origine ici, qui est un chargeur mid-cap, comme on peut le voir. Nous avons toujours cette espèce de petit plectre. Alors c'est supposé, je suppose, vraiment être juste un porte-clés, mais moi ça m'évoque vraiment ce truc pour jouer la guitare. Sans doute que je me trompe, on peut voir qu'on a MRK Val gravé dessus, c'est plutôt sympa avec le logo LCT ici. Et donc la réplique. Alors je vais évidemment profiter de l'occasion pour vous parler du véritable ASVAL, mais avant de vous parler du véritable ASVAL, il faut que je vous parle de sa munition, le 9x39, mais avant de vous parler de sa munition, il faut que je vous parle disons de la niche spécifique que sont les armes conçues pour être aussi silencieuses que possible. Alors, premier élément très important à dire, c'est qu'une arme n'est jamais silencieuse. Ça, c'est un peu un cliché de cinéma. Hein. Imaginez l'assassin qui est dans une chambre d'hôtel, avec son pistolet, il met son silencieux, il fait piou piou, et il réveille personne dans l'hôtel. Ça, c'est un cliché de cinéma. Une arme n'est jamais aussi silencieuse que ça, sauf éventuellement si on parle d'un pistolet en 22 long rifle, monocoup, avec un silencieux comme as. Là, effectivement, on peut avoir une arme qui est vraiment très peu bruyante, mais ça n'est quand même pas quelque chose de très réaliste. C'est un peu cucu de se poser la question comme ça, mais on peut se demander comment ça se fait qu'une arme à feu, ça fait du bruit. Parce que c'est pas aussi intuitif qu'on peut l'imaginer. Il y a deux éléments qui font qu'une arme à feu, ça fait du bruit. Le premier élément, c'est tout simplement que lorsqu'on utilise une arme à feu, lorsqu'on tire avec une arme à feu, eh bien, on fait une explosion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je tire avec mon arme, il y a une explosion qui se fait au niveau de la chambre, ça produit des gaz de combustion, c'est comme ça que fonctionne une arme à feu, ça produit des gaz de combustion qui viennent pousser le projectile à travers le canon, et une fois que le projectile sort du canon, les gaz de combustion sont libérés dans l'air, ils viennent violemment heurter les molécules d'air se heurtent successivement les unes aux autres jusqu'à atteindre vos oreilles, et c'est comme ça que vous entendez le son d'une arme à feu. Est-ce que ce son, on peut l'atténuer? La réponse est oui, on peut utiliser un silencieux. Alors, petite parenthèse là aussi, je sais qu'il y a des tas de gens dans les commentaires qui vont me dire qu'on ne dit pas un silencieux, on dit un modérateur de son. Je ne suis pas d'accord, personnellement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire un silencieux, en dépit du fait qu'effectivement ça ne rend pas votre arme totalement silencieuse, mais ça reste un terme qui, à mon avis, est adéquat, et soit dit en passant, la personne qui a inventé les silencieux, il a appelé ça des silencieux. Bref. Je disais, on peut donc utiliser un silencieux. Un silencieux, c'est quoi? C'est une espèce de cylindre qu'on va venir fixer à l'extrémité du canon, et ça fait que les gaz, plutôt que d'être directement libérés dans l'air, ils vont devoir passer au travers du silencieux, à l'intérieur duquel il y a des chicanes, et les gaz, si vous voulez, ils vont venir heurter les chicanes du silencieux avant d'être libérés dans l'air, et le fait de venir heurter toutes ces chicanes, ça va détendre les gaz, qui vont du coup être libérés avec moins de force. Alors ça ne va pas effectivement rendre l'arme silencieuse, mais ça va quand même considérablement réduire le bruit provoqué par l'arme. Il faudra même garder en tête qu'une arme à la base c'est extrêmement bruyant. Et si vous voulez, le son, plutôt que d'être extrêmement bruyant, il va juste être très bruyant. Ce qui est une amélioration sensible. Ça c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, qui est peut-être moins intuitif, mais qui est quand même très pertinent également, c'est ce qu'on appelle le bang supersonique.
Le bang supersonique, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté si vous vous êtes retrouvé à proximité d'un avion de chasse qui se déplaçait à une vitesse supérieure à la vitesse du son, Mach 1, Mach 2, peu importe. Et donc c'est un phénomène physique qui fait que, eh bien, vous avez un bang supersonique. Je ne saurais pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne, mais voilà, quand quelque chose se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse du son, c'est-à-dire 300 mètres par seconde, il y a un bang supersonique. Quand on tire avec une arme à feu, c'est pas forcément très facile de distinguer les deux phénomènes parce qu'ils se produisent de plus ou moins en même temps, en tout cas de la perception d'un être humain, on a l'impression que ça se produit en même temps, mais ce sont deux éléments différents. Et autant on peut utiliser un silencieux, ce qui est relativement facile, autant, eh bien, pour ne pas avoir de bang supersonique, on est contraint d'utiliser une arme qui va utiliser des projectiles qui vont se déplacer à une vitesse inférieure à la vitesse du son, et une vitesse inférieure à la vitesse du son, c'est pas très rapide. Donc ça, ce sont des éléments importants à garder en tête. Maintenant, l'ASVAL. Donc on peut commencer par parler peut-être des Spetsnaz au cours des années 60. Donc les Spetsnaz, ce sont les forces spéciales soviétiques. Et disons simplement que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte que, en dépit du fait qu'il n'est pas vraiment possible d'avoir des armes qui sont totalement silencieuses, avoir des armes qui sont aussi silencieuses que possible, c'est très pratique pour certaines tâches spécifiques. Pensez à des missions un peu commando, du genre assassination d'officiers, ce genre de choses, et peut-être aussi tout ce qui peut venir en amont d'une fusillade, pour éliminer par exemple des chiens de garde, pour éliminer des sentinelles, ce genre de choses. Donc les Spetsnaz, dans les années 60, pour cette utilisation spécifique, ils pouvaient utiliser leur arme de service, donc l'AKM, et pour tirer de façon aussi silencieuse que possible, ils avaient un silencieux, et ils avaient des munitions subsoniques. Donc ça faisait le job, mais d'une façon qui n'était pas forcément optimale. Ça n'avait pas beaucoup de portée, c'était pas très précis, et surtout c'était pas très létal. Pourquoi c'était pas très létal ? C'est parce que dans le calcul de la létalité d'une munition, eh bien on se rend compte que la vitesse est extrêmement importante. C'est l'énergie cinétique d'une munition, il y a une formule physique pour ça, c'est 1/2 de mv carré, et je trouve que c'est assez intuitif. Vous regardez la formule, vous avez la masse, qui est entre guillemets juste là, et puis vous avez la vitesse qui, elle, est multipliée par son carré. Et donc on se rend compte que finalement la vitesse est très 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 importante lorsqu'on calcule la létalité d'une munition. Je trouve que c'est assez intuitif. Si on prend par exemple le FAMAS et qu'on le compare au MP5, laquelle de ces deux armes est la plus puissante ? Évidemment c'est le FAMAS. Et comment ça se fait ? C'est parce que le projectile du FAMAS se déplace beaucoup plus rapidement que le projectile du MP5, en dépit du fait que le projectile du FAMAS est considérablement plus petit et plus léger que le projectile du MP5. Le fait d'utiliser des munitions subsoniques, dans le cas de l'AKM, effectivement, ça réduit considérablement la létalité du projectile. Or, on l'a vu, si on utilise un projectile qui se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse du son, on produit un bang supersonique, et ça, on ne le veut pas du tout. Du coup, comment on fait pour augmenter la munition d'un projectile subsonique ? Il n'y a pas 36 solutions, on augmente la masse du projectile. Et ça, c'est un petit peu la base de réflexion, c'est la constatation qui a conduit à la production de l'ASVAL et de sa munition. Donc la munition, c'est le 9 par 39, c'est la même longueur qu'un étui de 7,62, donc le 7,62 par 39 utilisé par l'AKM, c'est aussi la même longueur que le 5,45 x 39 utilisé par l'AKOS 74. Et donc là, nous avons du 9 par 39, ce qui permet d'avoir un gros projectile lourd, mais qui va se déplacer relativement lentement. Et ça a produit donc, alors dans un premier temps, le VSS Vintores, qui lui est apparu au début des années 80. Le VSS Vintores, c'est à peu de choses près la même chose que l'ASVAL. Donc c'est une arme avec un très gros silencieux et des munitions subsoniques. Et donc vous avez en gros ce qui se fait de plus optimal pour avoir une munition qui sera aussi létale que possible, mais en restant sous ce seuil fatidique de la vitesse du son. Donc nous avons eu dans un premier temps le VSS Vintores, qui est le pendant sniper entre guillemets de ce système. Ensuite nous avons eu l'ASVAL, et à ma connaissance ce sont deux armes qui sont même très similaires. La principale différence, ça va être au niveau du canon. Le canon du VSS Vintores est conçu pour être aussi précis que possible, tandis que le canon de l'ASVAL, il est conçu pour mieux résister à la surchauffe provoquée par les tirs rapides successifs et même le full auto. L'autre différence, évidemment, c'est la crosse. Je terminerai simplement en disant ceci, c'est que je trouve que c'est un petit peu rigolo de se dire que ce sont des armes qui datent des années 80. Moi qui suis passionné par les armes à feu depuis que je suis tout petit, l'ASVAL, ça fait peut-être 10 ans, maximum 15 ans que je suis au courant de son existence. Et ça vient du fait que l'ASVAL, c'était une arme de l'Union soviétique, c'était top secret, donc c'est normal que
Les occidentaux comme moi ne connaissaient pas cette arme jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps. Et donc voici l'ASVAL MRK de chez LCT, donc cette variante avec tube de crosse. J'en reparlerai peut-être plus après quand je parlerai de l'ergonomie de la réplique. En attendant, on va s'attarder un petit peu sur la finition. Et la finition, elle est russe, c'est-à-dire qu'elle est rustique, quoi. Je pense que c'est réaliste, dans le sens où c'est vraiment très brut de décoffrage, avec des arêtes qui sont relativement prononcées. On a un peu l'impression qu'on va se couper en manipulant la réplique, simplement à main nue comme ceci. Mais on a vraiment ce côté mastoc, on a une réplique qui pèse vraiment son poids, même au niveau de l'odeur, ça peut l'air un peu ridicule, mais ça sent le métal, quoi. Ça sent pas le jouet, ça sent pas le plastique. De ce point de vue-là, il faut reconnaître que c'est assez viril, c'est assez agréable, on va dire. La réplique est full métal et je crois même qu'elle est presque full acier. J'ai pas d'aimant là tout de suite sous la main, mais je me rappelle bien que le silencieux est en acier, le corps est en acier, le top cover est en acier, les organes de visée. Qu'est-ce qui n'est pas en acier? Il y a peut-être la queue de détente qui n'est pas en acier. Je crois qu'il y a le tube de crosse qui ne doit pas être en acier non plus. Mais voilà, c'est des petits détails d'une façon générale et on a vraiment des matériaux qui font plaisir sur la réplique. En termes de manipulation, ça fait peut-être un petit peu moins plaisir. Le levier d'armement en particulier, on peut pas le reculer beaucoup, ça fait pas du tout un bruit agréable. Il y a un bruit de métal sur métal qui fait un peu grincer des dents. En plus, au niveau de la praticité d'utilisation, le hop-up, bien sûr, comme très souvent, il est plus ou moins derrière la fausse culasse, mais en fait, il est même derrière le top cover, ce qui fait qu'en réalité, vous n'allez pas trop vraiment pouvoir venir le régler comme ça, même si vous y allez du bout des doigts, là, je suis techniquement en train de le faire, effectivement, du bout des doigts, mais c'est pas forcément très pratique. Le plus confortable, c'est encore d'enlever le top cover, hop, comme ceci. Ça me permet de vous montrer, donc vous voyez, vous avez le hop-up avec l'espèce de petite réglette, comme on a très souvent sur les répliques de Kalachnikov et consorts de ce genre-là. Pendant que j'ai le top cover d'enlever, je peux vous montrer l'arrière de la gearbox. Ici, on voit qu'il y a un système de changement rapide du ressort, mais ce système de changement rapide du ressort, pour y accéder, il va falloir retirer la gearbox de son logement, donc c'est pas non plus si rapide que ça en réalité. Et alors là où je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est que c'est une variante avec tube de crosse. Ils auraient pu en profiter pour câbler la réplique à l'arrière et faire en sorte que le tube de crosse soit le compartiment à batterie, mais non, sur les ASVAL LCT, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. La batterie vient se mettre dans le silencieux, donc là vous avez un bouton ici, vous appuyez, vous tournez très fort dans ce sens-là, ce qui normalement déverrouille le mécanisme. C'est très serré. Et voilà. Et donc là vous voyez la connectique qui est en mini Tamiya d'origine, et l'idée c'est que vous allez en gros mettre votre batterie tout autour du canon interne, ça viendra se mettre à l'intérieur du silencieux, et pour ça vous n'avez pas 36 solutions, il vous faut une batterie en tablette de chewing-gum comme j'aime bien dire. À présent on va parler un petit peu de l'ergonomie de cette réplique. Donc cette variante MRK, elle vient comme vous pouvez le constater avec un tube de crosse et une crosse type M4. Alors la crosse type M4, je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils aient choisi pour le coup de livrer la réplique avec ce modèle spécifique de crosse. Parce que je trouve que ça aurait été beaucoup moins faute de goût de mettre une crosse d'AK12, comme par exemple celle qu'on peut voir sur mon modèle Arcturus ici. Alors malheureusement, ma crosse d'AK12 Arcturus n'est pas compatible avec mon ASVAL LCT, mais je suis à peu près certain qu'une crosse d'AK12 LCT devrait être compatible avec cette ASVAL MRK LCT, ne serait-ce parce que j'ai déjà vu cette configuration dans une vidéo de chez LCT. En l'état, autant au niveau du look, je trouve ça un peu moyen, autant en termes d'ergonomie, moi j'aime bien le fait d'avoir une crosse qui est réglable en longueur, moi ça me plaît bien, parce que d'origine, sur les ASVAL d'origine, je trouve que la crosse est trop longue, ça me fait un petit peu le même effet que lorsque j'épaule un G3, j'ai vraiment ce côté où j'ai l'impression d'être comme ça, avec une crosse trop longue, et je trouve pas ça agréable. Là pour le coup, je trouve ça beaucoup mieux. En revanche, le petit problème, c'est que le tube de crosse est quand même relativement haut, la crosse c'est quand même relativement haute, ce qui fait que pour utiliser les organes de visée, j'ai vraiment besoin de venir écraser mon visage contre la crosse. Alors en réalité c'est faisable, genre là je suis techniquement en train d'avoir les organes de visée bien alignés, mais je peux littéralement pas descendre plus bas, quoi. Même en forçant de toutes mes forces, je n'arrive pas à descendre mon regard plus que ça. Donc c'est possible d'utiliser les organes de visée d'origine avec cette crosse, mais c'est vraiment pas pratique. Il vaudra mieux clairement exploiter le rail latéral pour mettre
un rail sur le dessus et pouvoir mettre l'optique de votre choix, ou pourquoi pas directement une optique de type russe qu'on peut directement venir fixer sur ce rail. Quoi d'autre? Donc au niveau de l'ergonomie, on a aussi ces similarités avec une Kalachnikov. Vous avez ce levier en particulier sur le côté. Alors ça n'est pas vraiment un sélecteur de tir, c'est vraiment une sécurité dans le cas présent. Donc là, hop, là, la réplique est en sécurité, vous ne pouvez pas tirer. Quand vous baissez, vous désactivez la sécurité et là vous pouvez tirer. Soit dit en passant, c'est très désagréable, je trouve, d'utiliser ce levier à main nue. Hop, parce que les arêtes sont quand même assez rustiques, quoi. Décidément, c'est un mot qui revient souvent, je trouve, avec les répliques LCT. Et donc voilà, oui, je peux le faire avec les doigts, mais j'aurai les doigts qui marquent souvent, quoi. Je trouve ça plus agréable de faire ça avec un doigt. Il est quand même possible de tirer en full auto avec cette réplique, et pour cela, le sélecteur de tir se trouve derrière la détente, on peut le voir ici. Et donc vous voyez, vous avez un petit point blanc ici, et vous avez 3 petits points blancs de ce côté. Donc quand vous avez le sélecteur tourné vers la gauche, vous êtes en mode full auto. Donc là je suis en mode full auto, et pour passer en semi-auto, je pousse ça vers la droite, et là je suis en semi-auto. Là encore, c'est quand même pas très pratique, et il y a besoin de pousser fort, quoi. C'est quand même encore une fois très rustique, on va dire, mais en réalité ça se fait. Quoi d'autre? Les chargeurs. Donc vous avez le levier de désenclenchement qui est ici, comme sur une Kalachnikov. C'est pas forcément très intuitif de venir enclencher le chargeur si vous faites juste comme ça. Bon, comme ça fonctionnait. Mais l'idée c'est que si vous faites ça, décidément, c'est parce que la caméra est allumée. Mais si je fais ça sans trop y penser, je vais faire un petit peu ce phénomène où je vais venir essayer de trouver le verrouillage, mais sans vraiment réussir. Ce que j'ai constaté, c'est que si j'essaye de me focaliser sur l'idée de faire une pression dans ce sens-là, ça va mieux fonctionner. Là, je suis à l'intérieur, et si je fais ma pression vers l'avant, ça va venir bien se verrouiller. Tandis que si je me contente de faire une pression comme ça, eh ben, ça va moins venir fonctionner. Vous voyez, ça va vraiment ne pas venir se verrouiller. Il faut vraiment insérer le chargeur et penser à faire une pression vers l'avant. Et là, ça va venir se verrouiller correctement. LCT a eu la gentillesse de m'envoyer quelques-uns des accessoires qui sont disponibles pour la S-Val. Donc pour information, d'origine, la réplique est vendue avec un low cap de 50 coups, qui dans le cas présent est noir. Mais comme on peut le voir ici, nous avons également d'autres chargeurs qui sont disponibles. Et on peut voir que pour le coup, il y a une sélection assez exhaustive. Donc vous voyez sur la colonne de gauche, ça concerne ces répliques de chargeurs de 20 coups, c'est-à-dire les vrais chargeurs qui ont cette esthétique-là, ils contiennent 20 cartouches, tandis que ces chargeurs, les vrais chargeurs, contiennent 30 cartouches. Donc sur la colonne de gauche, ce sont les répliques des chargeurs de 20 coups, et on peut avoir donc le choix entre un low cap de 50 coups, un mid cap de 100 coups, ou un high cap de 250 coups. Donc dans le cas présent ici, nous avons effectivement un high cap, hein, vous pouvez voir la molette qui est là. Là, nous avons un mid cap de 100 coups. On peut voir que la couleur est différente, c'est une couleur plum, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai également ce chargeur que pour le coup je trouve beaucoup plus esthétique que le chargeur d'origine. Là pour le coup il s'agit du low cap de 70 coups qui est là, et donc il est également dispo en mid cap de 130 coups et en high cap de 500 coups. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble dans la réplique. Hop, comme ceci. Moi pour le coup ouais, je trouve que ça donne un cachet supplémentaire à la réplique que j'aime beaucoup. Ici nous avons l'un des accessoires permettant de rajouter des rails à la réplique, et vous pouvez voir, vous avez éventuellement le choix. En gros, soit vous voyez, il y a des vis ici, et soit vous choisissez de garder toutes les vis, et dans ce cas vous allez en gros venir l'installer ici, soit vous retirez toutes les vis à part la dernière, et ça va vous permettre de mettre l'accessoire là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous le glissez comme ceci, vous relevez le rear sight, vous mettez bien nos bouts, et donc vous voyez, là vous avez la plupart des trous qui sont bloqués à part le dernier, et vous pouvez venir remettre votre vis comme ceci. On pourrait croire qu'une vis ça n'est pas beaucoup, mais une fois que vous venez bien serrer cette vis là, franchement j'ai trouvé que ça tenait quand même assez bien. Enfin, donc vous avez ce rail qui vient se mettre sur le rail sur le côté ici. Donc c'est pas spécifique à la S-Val, ça c'est conçu également pour les répliques de Kalachnikov. Le rail est très très serré, indépendamment du fait que vous veniez resserrer ici ou pas. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, vous venez le mettre comme ceci. Et donc là, il faut vraiment venir forcer comme un bœuf. Voilà, une fois qu'il est bien installé, là il bouge déjà quasiment plus, mais vous pouvez quand même venir sécuriser encore plus avec le levier qui est là. Notez que vous pouvez venir resserrer ici plus ou moins si vous avez besoin.
Donc esthétiquement, ça se discute un petit peu parce que ça dépasse ici un petit peu. Ça vient boucher vos organes de visée d'origine pour information, mais au moins maintenant, vous pouvez mettre n'importe quelle optique compatible Picatinny. En ce moment-là, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de cette AS-Val de chez LCT, et donc dans le cas présent, la variante MRK, avec le tube de crosse et la crosse type M4. Alors, je vous en avais parlé dans la vidéo sur le SVD, le truc, pour moi, en gros, les répliques LCT, elles ont toutes les mêmes avantages et les mêmes défauts. Donc au niveau des avantages, on a eh bien, le fait que ce soit un AS-Val, c'est pas une réplique qu'on trouve dans tous les catalogues de marques d'airsoft, c'est quand même une réplique relativement exotique et donc c'est sympa qu'elle soit disponible. Et chez LCT, eh bien, on a le droit à une réplique avec des matériaux quand même assez sympas, on a beaucoup d'acier. Lorsqu'on a la réplique dans les mains, on n'a pas l'impression d'avoir un jouet, quoi. On sent que c'est robuste, on a un certain poids, c'est quand même agréable. Après, bon, il y a quand même ce côté un peu rustique dans la finition, dans l'ergonomie. Le fait que pour régler le hop-up, ce soit quand même casse-pied, qu'on soit plus ou moins obligé de retirer le top cover. On a le fait que le compartiment à batterie, ce soit à l'intérieur du silencieux, c'est quand même pas très pratique. Surtout que dans les cas présents, dans la mesure où il y a un tube de crosse, ils auraient peut-être pu câbler la réplique à l'arrière, de façon à ce qu'on puisse profiter de l'intérieur du tube de crosse pour loger une batterie dedans, ça aurait été quand même bien pratique. Bon, voilà, à côté de ça, donc au niveau du prix, je crois qu'on peut avoir cette réplique aux alentours de 450 € en Europe. C'est pas donné, mais à la limite ça me paraît pas trop déconnant. C'est juste que pour ce prix-là, vous aurez un AEG qui quand même sera relativement standard au niveau de l'interne. En tout cas, vous n'avez aucune fioriture particulière, et au niveau des performances d'origine, ce sera jouable, mais ce sera pas des performances de fou, quoi. Ça, c'est dans ma tête, la réplique LCT, c'est en quelque sorte des bonnes bases pour faire de l'upgrade, parce que vous avez une très bonne finition et la possibilité d'avoir des répliques relativement exotiques. Mais il faut se dire que ça a un prix, quoi. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie une nouvelle fois LCT de m'avoir envoyé cette réplique, et une nouvelle fois, je m'excuse vraiment auprès de LCT pour tout le temps que ça m'a pris de sortir une vidéo à propos de cette réplique. Je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo de tir sur cette réplique, même si là encore ça risque de ne pas arriver tout de suite, malheureusement. Donc je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!